Salut les swing dancers, c'est Julien pour Blabla Swing. Aujourd'hui, on est en présence d'un Québécois qui s'appelle Zach. Zach, salut, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut, je suis Zach de Montréal. Je suis très content d'être ici. Excellent. On se rencontre là dans le cadre du Studio Up Summer Camp 2019 et on profite d'un petit moment d'accalmie pour réaliser cette interview. Ça va être l'occasion de repartir un petit peu de ton historique. Comment tu as rencontré les danses swing? Est-ce que ça s'est opéré au Québec? En fait, j'ai vu le film Swing Kids, qui est sorti, je crois, en 1999. Puis je faisais déjà du ballroom, de la danse sociale. Ouais, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les acrobaties, l'énergie, puis bon, aujourd'hui, tu regardes le film Swing Kids, c'est pas super impressionnant. À l'époque, j'étais comme, waouh, faut que je fasse ça absolument. Évidemment, il y en avait pas parce que je viens d'un tout petit village au Québec. Donc, il y en avait pas chez nous, sauf que j'en ai trouvé à Montréal. Et c'était l'été, c'était durant le Jazz Fest. Aussi dans la grosse période de Neo Swing avec les bands comme Squirrel Nut Zippers, Big Bad Voodoo Daddy, Indigo Swing, Cherry Bomb Daddies. Et au Jazz Fest, il y avait une scène swing cette année-là. Puis je suis allé, j'ai regardé, on a dansé un peu avec ma copine. Puis après, quelqu'un a annoncé « Ah, il y a aussi une soirée au Swing Ring sur Saint-Laurent à l'époque. » Puis on est allé ce samedi-là, puis j'ai trouvé ça... ouais, ça m'a parlé, tu sais. À l'époque, les gens, ils s'habillaient vraiment swing, veston, cravate, tout le temps. L'esthétique m'appelait aussi beaucoup. Puis au soir, on est retourné chaque semaine, quoi. Pendant un an, on faisait le 2 heures de route requis pour se rendre. Juste pour pratiquer, alors? Ouais, juste pour aller danser, aller voir les orchestres à Montréal. Là. Et tu avais pas encore de la matière sous le pied, c'est-à-dire que tu t'es tout de suite lancé dans j'y vais à l'instinct, je fais ce que je ressens. En fait, à l'époque, c'était quand j'ai commencé, il n'y avait pas de Lindy Hop à proprement parler, je dirais. C'est arrivé 1 ou 2 ans après. Donc moi, je faisais déjà ce qu'en ballroom ils appellent du triple swing. Ah oui. Puis c'est les mêmes passes, si on veut, c'est un peu le même truc avec un peu plus de liberté. Donc j'ai pu me débrouiller assez rapidement. Puis il n'y avait pas beaucoup de cours de swing à Montréal à l'époque. Je veux dire, en 6 mois, t'étais vraiment un des top danseurs, tu sais, parce que ça venait juste de commencer. Ben oui, c'est toujours pareil. Et du coup, après, j'imagine que, comme tout le monde, tu es parti te former et creuser tout ça un petit peu plus. Il y avait une troupe à l'époque qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la Swinging Air Force à Montréal, dont j'ai fait partie assez rapidement. C'est là que j'ai rencontré Maryse, Annie Trudeau, qui est arrivée un peu plus tard, Didier à l'époque. Ouais, les autres ont pas mal arrêté, là, ceux qui ont commencé. Puis nous, on allait à Toronto quand il y avait des festivals. On allait aussi beaucoup à New York s'entraîner avec Yuval Odd et Nathalie Gomez, qui sont un peu nos parents swing, hein, parce qu'on les a tellement vus, puis ils nous ont tellement entraînés. Un peu les mentors, quoi. Ouais. C'est vrai que la proximité avec les États-Unis est tentante, quoi. Pour vous, vous êtes situé... je pense que ça a beaucoup aidé à la scène montréalaise qu'on commence à sortir, puis on a commencé à inviter aussi des gens à venir enseigner à Montréal le Lindy Hop pour des ateliers, ce qui s'était pas vraiment fait avant. Là. Je me souviens de mon premier atelier de Lindy Hop spécifique, et ça, c'était un peu avant qu'on aille à New York et Toronto, là, puis c'était à Montréal avec Janice et Paolo. C'était mon premier swing out qui est sur vidéo à quelque part. Wow! Tu le regardes aujourd'hui, t'es comme wow. Il y a du chemin derrière ça. Là. Ouais, c'est nice. Et alors du coup, tu pratiques plusieurs danses. Tu fais autre chose que du Lindy Hop?
Oui, ben je fais surtout du balboa à l'international. Je fais du collegiate shag, j'en ai enseigné un peu à l'occasion. J'ai toujours été un peu paresseux, donc le collegiate shag, pour moi, j'étais... Ouais, c'est un peu fatigant. C'est une fin de semaine, un week-end de collegiate shag, j'en avais un peu assez. À Montréal, ça fonctionne pas tant que ça non plus. Donc la seule personne avec qui j'en danse de façon fonctionnelle, c'est Maryse. Puis quand la musique est appropriée, on préfère souvent danser du balboa. Mais je fais les danses swing en général, collegiate shag, lindy hop, une connaissance fonctionnelle du Saint-Louis shag, du Charleston, du balboa. Du blues aussi peut-être? J'hésiterais à me qualifier comme étant un danseur de blues. Surtout ces temps-ci, la scène blues, ça se définit beaucoup de l'intérieur. Mais définitivement ce que j'appellerais du slow dance, quoi. Ouais, c'est bien ça. Ouais, moi aussi, je crois que je fais un truc comme ça, quoi. Ouais, parce que j'ai pas étudié la chose assez en profondeur pour comme me dire, ah oui, ben moi, hein, je suis un danseur de blues. Je dirais pas que je connais assez ça, tu sais. Et j'ai entendu plusieurs fois parler à Montréal et à Québec du jive. C'est les seules fois où j'ai entendu parler de danseurs de jive en 4 ans, 6 ans. Et c'est quelque chose que tu as connu aussi, ça? Ben oui, en fait, on est associé avec une autre école qui fait ce qu'ils appelle du rockabilly jive. D'accord. Puis du boogie-woogie et du bop. Mais ouais, le jive en tant que tel, paraît-il, nous viendrait de l'Angleterre. Puis je pense que Montréal, c'est une des plus grosses scènes au monde qui se concentre surtout sur l'aspect danse de la chose. En général, les communautés de jive, je crois, à l'international, sont un peu plus dans le lifestyle, tu sais, dans le style de vie rockabilly avec la pommade et les tatouages, les vieilles voitures et tout. Ouais. La danse en fait partie. Mais ouais, je dirais qu'en fait, ça se compare plus à moi, ce que j'ai connu au début. À l'époque, c'était la danse, le swing qu'on dansait, ça faisait vraiment partie d'un tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est très, très... T'sais, les gens seraient pas sortis en jeans et t-shirts en 2001. Là. Fait que, ouais, c'est pas mal ça que j'aurais à dire sur le rockabilly jive. Très bien. Et tu as fait partie des pionniers du développement des danses swing dans la région québécoise. Et qu'est-ce qui, pour toi, puisque tu as fait partie de l'évolution de ce truc-là, toi-même, ça y est, tu enseignes depuis très longtemps, tu organises des événements, on va en reparler un petit peu. Et qu'est-ce qui, pour toi, a changé fondamentalement entre ce début pionnier et puis, à l'heure actuelle, de ton regard à la fois d'organisateur, de danseur, de prof international? Est-ce que tu as repéré quelque chose de changement? Je dis, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est maintenant, c'est très très axé sur la danse et être des bons danseurs et avoir une bonne technique. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment de compétition, tu sais, à Montréal du moins. Puis c'était pas... je dirais que l'aspect excellence était moins important que l'aspect style de vie. Ouais, maintenant... tu sais, c'est pas pour moi, je fais pas partie de ceux qui sont nostalgiques de cette époque, dans le sens que il y a une des raisons pour laquelle j'ai été capable de faire ça pendant 20 ans, c'est parce que les gens sont intéressés à apprendre profondément et à se pencher sur la question des danses swing. Je dirais que ça, c'est un gros aspect qui a changé. Évidemment, plus les gens sont éduqués, ben plus ils sont picky, on dirait en anglais. Donc, ils choisissent leur truc. Ouais.
Nous, à l'époque, on s'en foutait un peu, entre guillemets, de n'importe quel orchestre qui jouait un rythme qui était un semblant de swing. On dansait toute la soirée, puis après, on allait manger de l'asiatique. Puis, est-ce que ça correspondait aussi au fait qu'il y avait peut-être moins de concerts avant qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements. Tous les week-ends, il y a la possibilité de danser. Je vois la scène québécoise de loin, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins 4 grosses structures qui enseignent. Il y a plusieurs festivals, il y a un Canadian Championship, il y a Dig Your Feet, un truc comme ça. Là. Dig the Feet qui est en janvier. Il y a le Montréal Swing Riot, il y a encore plein d'autres trucs que j'oublie. Donc il y a plein de choses. Et du coup, je pense que c'est probablement pour les nouvelles générations l'occasion pour eux de danser tout le temps. Du coup, peut-être que ils peuvent, comme en supermarché, ils peuvent choisir plein de yaourts, ils y vont pas forcément tout le temps, quoi. Et que si on a moins d'offres, on se jette sur ce qu'il y a et puis on danse toute la nuit. C'est sûr que je dirais que les événements dans la région québécoise ont grandi en fonction de la grosseur de la scène. Donc c'est pas si il y a aucune soirée à Montréal qui se bat pour sa vie, tu sais, dans le sens on a des soirées régulières mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche maintenant. Wow. Mais on est passé aussi je dirais peut-être une centaine de danseurs à l'époque. Début 2000, on était vraiment pas beaucoup. Puis aujourd'hui, je pourrais même pas te dire. J'ai aucune idée, en fait, c'est au moins, je sais pas, au moins 1000, 2000 personnes. Puis là, il y a un roulement là-dedans. Là, mais si on calcule rapidement, on a 3 grosses écoles. À Montréal, Swing Collection, Studio 88 Swing, puis Cat's Corner, Marty qui a son Swing and Circus aussi. Fait quoi? De façon régulière, il doit y avoir à peu près 1000 personnes qui prennent des cours. Là. Ça, c'est sans compter ceux qui continuent à... Oui, donc ça représente un beau gâteau de danseurs, quoi, un beau cheptel. Et tu peux nous parler un petit peu de ta casquette organisateur aussi? Tu fais partie de l'organisation d'événements? J'organisais avant. J'ai organisé le Montreal Balboa Review pendant quelques années. Personnellement, je trouvais ça très triste. C'est un gros défi, en fait. On se rend pas compte de l'extérieur à quel point ça peut être difficile. Puis de l'extérieur, on a toujours toutes les solutions à tous les problèmes. Mais de l'intérieur, c'est vraiment beaucoup de travail. Pour au final, qu'est-ce que ça apporte? Moi, ça n'a jamais été mon truc favori. J'aime bien apporter de la joie aux gens à travers mon enseignement. Mais on organise un nouvel événement de Lindy Hop à Montréal, cependant. Je me suis fait embarquer là-dedans. La différence, c'est que, je l'organise avec Maryse, avec Adam et Kat, qui sont des très bons amis, donc on s'entend super bien. Et on va faire ça en décembre, 5, 6, 7, oui, les 5, 6, 7, 8 décembre. Donc je me relance dans cette aventure. Mais ce que je dirais en tant qu'organisateur, pour moi, est super important, c'est vraiment de bien s'entourer, d'être avec des gens avec qui tu es capable d'adresser des problèmes de façon positive, dans une communication ouverte, t'sais. Parce que sinon, ça devient difficile, ça devient lourd assez rapidement. Donc voilà, mon chapeau d'organisateur, je dirais, est plus... je dirais que mon rôle est plus côté organiser les compétitions et les trucs de juge, faire la compilation. Ça, j'aime bien. Tout l'aspect organisationnel en tant que tel, comme trouver des salles... ça, je t'avoue que je suis content qu'il y ait d'autres gens pour le faire. Ouais.
Je me limite à mes compétences. C'est une autre chose que je dirais que j'ai appris à travers les années. Bien faire ce que tu fais bien, quoi. On va parler des compétitions. Il y a ce fameux Montréal Swing Riot. J'ai vu que tu avais participé plusieurs fois à ce truc-là. Comment ça... tu peux nous reparler du principe qui fait penser un petit peu à celui de la Savoy Cup sur le Team City Battle, sur ce format-là, que la SAF a remporté brillamment cette année, donc qui est très très vivante cette SAF. Encore bravo les gars, c'était hallucinant. Donc ouais, quelle est ta place dans cette compétition-là? Ben moi j'étais strictement participant, donc les années qui m'ont demandé de le faire et que je pouvais le faire, parce que parfois j'enseigne dans ces environs-là, je l'ai fait. Puis moi c'est un format que j'adore en fait, c'est un format battle avec une équipe de danseurs de swing et une équipe de danseurs de hip-hop qui eux aussi font différents styles de danse urbaine. Donc c'est très très rassembleur et dynamique et moi j'ai vraiment adoré chacune de mes participations à ça. C'est l'énergie l'énergie que la danse urbaine apporte à travers ça. Puis c'est un peu le mandat de Swing Riot aussi à travers tout ça de ramener cet esprit cette espèce d'esprit de spontanéité, parce que souvent les compétitions de swing, surtout là, quelques années, ou certainement en tout cas au Québec, c'est très on dirait en anglais sanitized, c'est sanitisé, c'est propre, c'est OK, bien maintenant le prochain compétiteur, alors que c'est plus ou moins dans l'esprit du swing, donc oui. Pour ça, le Montreal Swing Riot a été très inspirant d'inviter des danseurs de différents backgrounds. Et en plus, le principe, si ma mémoire est bonne, c'est que l'équipe de danseurs de swing danse sur de la musique urbaine et inversement. Et à la fin, vous avez une chanson, vous récupérez votre style musical, quoi. C'est ça? Ben, chaque année a été un peu différente parce qu'ils ont toujours continué à raffiner le truc. Mais oui, d'habitude, on dansait notre style après l'autre style. Puis après, on avait une chanson où est-ce qu'on faisait un battle sur les deux genres de musique en même temps. Puis là, je pense que c'est un peu différent. Je pense qu'on a plus le droit. Parce qu'avant, les danseurs de swing pouvaient aller danser du hip-hop ou des danses urbaines et inversement. Mais là, je pense qu'il faut se conserver dans son style, ce qui est un autre défi intéressant. Parce que bon, tu vas danser du balboa sur de la musique plus pop / urbaine / hip-hop, c'est assez différent. Mais ouais, moi j'aime bien de toute façon mélanger les styles. J'aime bien faire semblant de faire du West Coast Swing. J'ai pas de gros j'aime bien mélanger puis aller chercher des inspirations ailleurs, donc ça pour moi c'est le genre d'événement que j'adore. Je trouve ça tellement inspirant. Les vidéos sont prodigieuses en tout cas, à chaque fois c'est extrêmement riche à voir, et puis c'est nouveau, ça change quand tu parlais de sanitize, c'est vrai qu'on a la sensation d'avoir affaire à des événements qui se ressemblent un peu tous, qui ont toujours un peu la même formule, avec le sempiternel Jack and Jill au milieu, avec etc. Tout est un peu fait de la même manière, et puis ces fameux 3 swing out quand tout le monde reprend ensemble, enfin tu vois, etc. Il y a des trucs comme ça, des codes qui se sont installés naturellement. Là, c'est vraiment sympa, ça bouscule un peu tout ça. On peut aborder ta casquette juge. Tu participes à beaucoup d'événements internationaux et souvent en tant que juge. Il y a une question que beaucoup de danseurs et danseuses se posent, et une question un peu opaque sur les critères
de jugement. Comment ça se passe quand on juge une compétition? Est-ce que entre vous, il y a des critères qui font foi, sur lesquels vous vous basez à chaque fois, ou chaque événement, en fait, définit un peu ses propres critères? Je dirais même pas que c'est ça, en fait. La façon que ça fonctionne plus en l'indie... Je veux dire, puis c'est pas pour être... c'est pas pour dire que c'est mal, mais d'habitude, on se fait mettre une feuille dans les mains, puis on se fait dire choisis. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice spécifique. Puis je veux dire, on a eu plusieurs discussions qui ont tourné à travers les années. Est-ce qu'on devrait avoir des critères spécifiques? Je me souviens, le ALHC, à une époque, ça a été assez controversé parce qu'il suivait un peu les lignes du World Swing Dance Council, qui est du West Coast Swing. Puis il y avait une règle qui était, faut que ce soit 65%, ou je me souviens plus. Un certain pourcentage de contenu swing, et il y a des gens qui ont été pénalisés parce qu'ils avaient fait du Charleston. Ah, donc là, on voit en plus qu'il y avait un niveau de connaissance qui était pas nécessairement là, puisque le Lindy Hop vient du Charleston, c'est nécessairement ça. Puis il y avait eu aussi une tentative de partir, si on veut, une organisation un peu comme le World Swing Dance Council, mais spécifiquement pour le Lindy Hop. Et finalement, moi, je suis vraiment en paix avec le fait qu'on n'ait pas fait ça. Parce que, disons, en tant qu'organisation, ou en tant qu'organisateur, personnellement, je vais choisir les juges que je connais et que je sais qui vont juger, que leur valeur en tant que danseur correspondent à ce que moi je veux en tant qu'organisation. Puis, d'un autre côté, pour garder l'aspect un peu minimalement street, d'avoir différents juges qui ont différentes opinions. C'est pour ça qu'on est 5, qu'on est 7, qu'on est 9. On n'est pas 3 ou 3 juges à trancher mais je pense que les compétiteurs ou les gens qui s'intéressent à la compétition devraient savoir en fait que il n'y a pas de formule magique en fait pour gagner, puis je pense que c'est ça que les gens des fois trouvent frustrant. Ils sont comme, ben là, j'ai bossé, puis je me suis placé 4e, Puis après, ben ça dépend des événements, ça dépend des juges, il y a des juges qui sont très, très techniques, donc pour eux, ben, si tu te manques la main, peu importe si t'as de l'esprit ou ce qu'ils appellent du spirit, ou si t'es connecté avec la musique, ben, tu t'es manqué la main, c'est fini, D'autres juges, c'est complètement l'inverse. Il y en a qui trouvent que la technique, c'est vraiment, vraiment pas important, puis c'est ce qu'ils veulent, ils veulent sentir l'émotion et la connexion avec le partenaire, puis avec la musique. Moi, en tant que juge, j'essaie de faire la part des choses, ce qui est difficile quand t'as deux danseurs ou 2 couples de danseurs qui sont complètement différents, tu sais. Oui. L'un qui est très technique puis super propre, puis les acrobaties sont super solides. L'autre est vraiment un peu plus n'importe quoi, mais n'empêche que t'as le goût de les regarder parce que t'as envie d'être avec eux là, puis t'as envie d'aller danser avec eux. Ouais, les deux sont bien, quoi. Ben, c'est ça. Alors après, faut choisir. Puis des fois... je pense que les gens ils se rendent pas compte des fois qu'il n'y a pas tant de bonnes réponses que ça, puis la réponse que tu vas avoir au final, ben, c'est l'opinion de 5 personnes humaines, tu sais, qui... Mais comme pour une Palme d'Or, hein, c'est juste... ou des Oscars, c'est une poignée de personnes qui décident à ce moment-là que ça va à tel ou tel film. Oui. Puis je veux dire, moi, les juges que je connais ou les danseurs et les danseuses que je valorise, ben c'est
c'est des gens qui vont donner une chance aussi, tu sais, à tout le monde. Alors que, tu sais, dans certaines scènes, c'est un peu plus politisé. Je dirais le judging, ah ben lui je le connais, ou ah ben lui il prend des privés avec moi, fait que je vais le mettre en finale. Moi je m'éloigne beaucoup de cette philosophie parce que je trouve que ça a vraiment pas sa place dans ce que moi je pense que devraient être les valeurs du swing, tu sais, l'ouverture, l'inclusion, etc. Je me souviens, Zach, il y a quelques années, tu étais venu enseigner au 31 Jump Swing à Toulouse, organisé par Stéphane Olive. Salut Stéphane. Et lors de ce festival, tu nous avais gratifié d'une magnifique conférence sur l'histoire du swing, et tu nous avais montré une vidéo incroyable du Texas Tommy qui se dansait sur la côte ouest à San Francisco, et qui était en termes de timing concomitante avec les vidéos de la Savoy. Et en gros, ça nous montrait que tout ça avait poussé un petit peu en même temps en fait, et que on avait tendance à attribuer l'ensemble de la naissance du Lindy Hop à Harlem, mais que le breakaway se pratiquait déjà ailleurs, quoi. Donc tu es très intéressé par l'histoire du swing, tu digues tout ça, tu creuses très lointainement. Est-ce que c'est quelque chose qui est resté et que tu continues de travailler? Ben, en fait, la raison pour laquelle j'avais commencé à m'y intéresser, c'est toujours parti d'un désir de partager mes connaissances et aussi de faire comprendre aux gens d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui danse, tu sais, parce que je veux dire, nos scènes en général, et Montréal, la première, c'est très, encore une fois, c'est relativement aseptisé souvent. Les gens, ils voient du swing à la télé ou dans un club, puis ils vont danser ça, puis ils savent pas vraiment d'où ça vient. T'sais. Pour moi, c'est super important dans mes cours que j'ai une connaissance fonctionnelle, puis après, quand je me suis rendu compte que je voyageais puis que les gens connaissaient pas beaucoup, ben je me suis dit, ok, je vais monter un petit programme, tu sais, dans la mesure de mes propres moyens pour... Puis là, après, ben, depuis ce temps, il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches beaucoup plus poussées que moi. Je pense entre autres à Anaïs Sekini de Montréal, qui s'est fortement intéressée à tout l'aspect social de la chose. Mais oui, je veux dire, le swing en tant que tel et comment on le danse aujourd'hui est né à plusieurs endroits et vient de plusieurs sources. En même temps, quand on parle spécifiquement de Lindy Hop, ben, c'est vraiment de Harlem que ça vient. Puis après, je dis toujours, on a juste deux pieds. Dans le sens que les choses vont finir par se ressembler, et à force d'échanges, ben, parce que les Whiteys, ils voyageaient aussi beaucoup quand même pour faire des présentations et tout. Donc, à force d'aller écouter des musiques différentes, de voyager et d'échanger, ben, les gens ont forcément commencé à mixer les trucs. Puis je pense que c'est normal, puis c'est bien. Donc, encore une fois, des fois, l'aspect historique est très tranché. T'sais, ça vient parce que les gens, on dirait, ont besoin de cadres et de réponses. Ouais. C'est difficile de s'installer dans une certaine fluidité et aussi de comprendre que, oui, plus on trouve de sources, puis aujourd'hui, avec YouTube, c'est quand même génial parce que à l'époque, trouver des clips vintage, c'était vraiment désagréable. Maintenant, on a pas mal tout au bout des doigts. À la fois, il y a un revers de la médaille de YouTube à l'heure actuelle. La semaine dernière, à Erang, avec Daniel et Acha et Lennart, ils avaient une discussion, là, leur fameux Librairie Talk. Justement, ils disaient que les algorithmes de YouTube enferment un petit peu les personnes sur quelque chose de récent, c'est-à-dire que
il suffit qu'on aille regarder une vidéo du dernier événement, et en fait les suggestions pour l'utilisateur vont constituer les mêmes personnes qui apparaissent sur la vidéo mais sur un autre événement, et ainsi de suite. Et on va rebondir comme ça de modernité en modernité, s'enfermer dans cette bulle-là, et en fait jamais on va nous proposer un clip de 44 ou etc. Et du coup ça donne moins envie aux nouveaux danseurs d'aller creuser un petit peu les vieux clips, quoi. Il disait que c'était un peu pour lui un travers, ce truc-là. Et c'est vrai que, par exemple, les conférences que tu avais menées au 31 Jump Street, ou Jump Swing, ou d'autres, mais c'est vraiment l'occasion aussi, je pense, pour un grand nombre de personnes de découvrir un ensemble d'éléments sur lesquels ils vont pas, en fait. Et c'est très important, c'est très utile, je crois. En tout cas, moi, ça m'avait fait énormément de bien et fait beaucoup réfléchir à ce que tu nous avais dit. Ah ben merci, c'est vraiment... pour moi, la raison pour laquelle je parle d'histoire, c'est pas nécessairement pour ça revient un peu à ce que tu dis, c'est pas pour montrer mes connaissances, en fait. Je considère que mes connaissances historiques sont relativement moyennes. Mais que les gens, ça les intéresse, puis que ça les fasse réfléchir, puis qu'ils aillent faire leur propre démarche à travers ça, puis après on revient, puis on en discute. Ça, c'est plus ça qui m'intéresse, tu sais, que quelqu'un qui fait juste m'écouter, puis dire « Ah oui, ça, c'est la vérité. » Oui. Parce que c'est pas une science exacte non plus. Est-ce que tu peux nous parler de tes principales influences? Alors, à la fois en tant que... Est-ce qu'il y a des... Tu nous as déjà parlé un petit peu de quelques enseignants à New York qui t'avaient marqué, parce que c'était des mentors. Mais est-ce qu'il y a d'autres danseurs, danseuses qui ont été une influence importante du côté des danseurs et puis du côté des musiciens? Quels sont tes artistes préférés dans le monde du jazz? Wow! Ah ouais. On a le temps, là. Ben, c'est sûr que Nathalie Gomez et Yuval Hood, ça a été papa et maman swing, tu sais. Puis après, bon, ça veut pas dire qu'on a fini par adopter leur style et leur puissance dans les acrobaties, tu sais. Ou le focus qu'ils avaient sur cette propreté et cette excellence qui selon moi, est quand même rare, tu sais. Mais c'est ça reste les gens qui nous ont éduqués, tu sais. Puis je dirais que mes influences, c'est dur à dire parce que des fois je regarde mes étudiants, tu sais, à Montréal, puis c'est mes influences aussi, là, tu sais, je regarde danser Xavier, puis je suis comme ah ouais, man, ça m'inspire, là. En termes de danseurs plus connus, je suis moins au niveau style qu'au niveau de l'humain, je sais pas, j'en connais trop, je suis pas capable il y a Carla Heine qui a été une grosse influence aussi, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler aussi. Puis je dirais que en tant que groupe, qu'est-ce que les Silver Shadows ont apporté à la scène? Les Silver Shadows, mais là je parle des leads, mais il y a Sky, Andy et Peter Strom. Puis avant ça, un peu les Mini Smoochers. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la scène en termes de fraîcheur? Ça m'a beaucoup inspiré. Comment tu les appelles, les Silver Shadows. En fait, c'était une troupe qu'ils avaient ou... C'est une équipe qui faisait des numéros à l'occasion. Il y avait aussi Ramona, Nina à l'époque. Je me souviens plus des autres. C'est un peu gênant. Mais ouais, puis c'est ça, c'était à l'époque où est-ce que justement il y avait un groupe de danseurs qui essayait de déconstruire cette espèce d'aseptisation, tu sais. Puis tout ça, ça m'a mis plus en contact avec
l'aspect un peu plus jazz et l'aspect un peu plus... un peu moins que... Moi, j'étais très un danseur de move, tu sais. À l'époque, j'avais mes moves cool. Puis ça m'a un peu ouvert d'autres portes, tu sais. Je veux dire, j'aime encore ça, des moves cool, là, mais... ouais, ça m'a ouvert d'autres portes. Puis je dirais que au niveau de transformatif dans ma carrière de danseur, tout ce mouvement-là avec Dogpile puis les Silver Shadows plus tard, ça m'a beaucoup influencé. Très bien. Et du côté des musiques, alors, qu'est-ce que tu kiffes Ben, ça change d'époque à époque, tu sais. Étant un dilettante à la guitare, j'aime beaucoup écouter Django Reinhardt parce que je trouve que ce qu'il fait avec 3 doigts, je serais pas capable de faire avec 15, tu sais. Pas ma musique préférée pour danser. Je dirais que si j'avais à choisir une artiste sur laquelle je me dis, OK, c'est juste là-dessus que je peux danser comme toute ma vie, je dirais que ce serait Ella Fitzgerald avec Count Basie. Pas mal. Pas mal. Ouais. Très bien. Merci Isaac. On va se diriger vers la fin avec une dernière question qui concerne un petit peu les padawans du swing. Quels conseils pourrais-tu leur donner pour nos chers padawans? Ben moi je dirais que j'ai tellement de choses à dire, attends. Je dirais ben c'est comme 2 facettes, tu sais, de prioriser la relation humaine à travers la danse. Parce que pour moi, ça a été quelque chose qui a aussi transformé ma vie et ma personne. Tu sais. J'étais quelqu'un d'assez renfermé quand j'étais ado, puis la danse m'a beaucoup ouvert à ça. Donc, de voir au-delà des pas, puis de voir que au-delà du fait que toi, t'es en train de faire quelque chose, ben t'es aussi en train de communiquer physiquement avec un autre être humain. Puis il y a quelque chose de très profond là-dedans, des fois, qu'on dirait que les gens passent complètement outre à cet aspect, tu sais. Je dirais de connecter à ça en premier, d'avoir de se trouver à travers ça la compassion. Il y a beaucoup de gens qui dansent que je trouve des fois il manque un peu de finesse, tu sais, de compassion à l'autre. Ah oui, ça danse à lui, c'est de la merde, ou tu sais, des fois j'entends des trucs puis je suis comme, mais pourquoi tu dis ça, tu sais, ça sert à quoi? Sinon au niveau plus je dirais au niveau plus technique, ben c'est de se concentrer sur le rythme en premier, toujours revenir à la musique. Les mouvements, c'est pas si important que ça. Puis je m'adresse surtout aux guides qui sont très stressés des fois. Ah oui, mais là, mes partenaires, ils doivent s'ennuyer, alors que... Ah, ça, c'est un grand truc, le fameux... Il faut que je varie, que je fasse plein de choses, parce qu'on se substitue à la partenaire, on pense pour elle, en fait. Elle ou lui, enfin, pour le follow. On s'y substitue et on croit systématiquement qu'il s'ennuie. Ouais, on fait de la grosse projection. Ouais, c'est ça. Moi, je crois qu'un bon interprète, une bonne interprète, ben, va autant aimer ça que moi de faire genre swing out, underarm, variation de rythme, on chill, on est bien, on s'installe dans la musique, tu sais. Puis je dirais de s'installer plus là-dedans. C'est sûr que c'est super plaisant d'apprendre des nouvelles passes, mais c'est pas que... Puis je veux dire, les danseurs à l'époque aussi, ils arrêtaient pas de se montrer des nouvelles passes. Ça fait partie du truc aussi, tu sais. Ou de se piquer des passes d'ailleurs, qui étaient pour certains assez insultants. Pour d'autres, ça les dérangeait pas.
Ouais, de s'installer dans la rythmique et dans la motion. Ouais, plus que dans les mathématiques ou dans OK, j'ai maintenant 32 passes à faire. T'sais. Puis la dernière chose que je dirais, ben, c'est du swing, c'est du jazz, donc faut essayer, faut pas avoir peur d'essayer, pas avoir surmonter sa peur de sortir danser les premières fois, ça peut être assez intense pour certains, mais plus tu plonges vite, ben plus tu vas être à l'aise. Si tu t'attends d'être parfait, tu seras jamais parfait, parce que moi, ça fait 20 ans que je fais ça, puis je connais personne qui se considère un danseur parfait, t'sais. Du moins dans mes amis profs que je connais. T'sais. On est les premiers à dire que moi, ben, on a des choses à apprendre. T'sais. Ouais, c'est ça, c'est un puissant frein. Ouais, ben, donc c'est ça aussi. Ne jamais oublier qu'on a toujours quelque chose à apprendre de n'importe qui. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être mon étudiant débutant qui fait un truc ou qui se place d'une certaine façon, puis je suis comme « Ah, wow, c'est vraiment nice! » c'est inspirant. Donc, se laisser inspirer, être dans l'ouverture. Ouais. Très bien, très très bon conseil. Merci Isaac. Est-ce qu'on va avoir la chance de te revoir en France prochainement? Peut-être Balboa Arles 2, peut-être? Je sais pas trop quand est-ce que je... Ben, on va à La Rochelle le week-end prochain. Mon horaire est un peu incertain. Je sais que je vais en Angleterre, mais j'espère le summer camp l'an prochain. Sinon, ça m'échappe vraiment. Ça m'échappe, c'est un peu gênant. Ça m'échappe quand est-ce que je reviens en France précisément. Si c'est pas prochainement, ce sera un peu après prochainement. Je suis sûr qu'on te reverra bientôt. J'espère bien. Merci beaucoup pour ce moment, Zach, et bon retour au Québec alors. Merci à toi. Blah blah swing.